Ça va apporter des réponses au niveau du mental, mais pas au niveau de la vérité. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Le mental est une espèce de machine émotive qui cherche continuellement des réponses. Mais ces réponses-là sont souvent insatisfaisantes. Parce que quand on résout un problème au niveau scientifique, ou qu'on se questionne scientifiquement sur une chose, on vient de découvrir 10 autres problèmes qu'on ne connaissait pas avant. Un peu comme lorsqu'on cherche des solutions concernant l'univers et à comprendre l'univers. On comprend une chose et finalement, il y a 10 choses qu'on découvre, qu'on ne comprenait pas auparavant. Là, on est rendu avec une sorte d'univers qui fonctionne comme l'être humain. On fonctionne un peu comme si l'univers avait son inconscient. C'est-à-dire que pour très peu d'univers que l'on voit à l'œil nu, ben, il y a énormément d'univers qu'on ne voit pas. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça? C'est un peu comme l'être humain. Donc, pour très peu de ce qu'il a comme conscience, il y a énormément d'inconscience, puis de choses invisibles auxquelles il n'accède pas. Parce qu'il y a des gens que même s'ils n'ont pas développé complètement leur odorat ou la vision, puis ce qu'on observe, c'est très limité au niveau de la physique, là, dans ce qu'on appelle les ondes, mais il y a des gens qui disent sortir de leur corps. Alors, ils sortent de quoi? Ben, moi, l'idée de la matière, moi, je crois plutôt que la matière est une sorte de... Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais je dirais que c'est une représentation de la matière. C'est l'outil que nous nous donnons euh, pour concevoir le monde. C'est-à-dire que nous... En fait, ce qui semble voir est quelque chose qui baigne dans la noirceur totale. C'est notre cerveau. Notre cerveau, il voit à travers des yeux, il perçoit. En fait, pour moi, la réalité, c'est le ressenti de ce qui est constitué par l'ensemble des gens, par l'ensemble du monde, et c'est la manière dont nous, en tant que personne, que nous représentons le monde. La représentation du monde par nous-mêmes, c'est construire la réalité. Et c'est pour ça que je fais extrêmement attention à la pensée et que mes ateliers sont orientés dans le domaine de repercevoir le corps, de repercevoir les cellules qui constituent le corps, pour amener une modification au niveau de la santé, amener une modification au niveau du vécu, de la synchronicité puis de l'espace du temps, parce que je joue sur la représentation et l'idée que nous faisons du réel, qui est de l'imaginaire en fait. Pour moi, la réalité, c'est une sorte de chimère. C'est une excitation des sens. Et si les gens me disent, oui, mais dans la réalité, tout va mal, je vais dire, ça fait très longtemps que ça va mal. C'est pas récent. Le fait que ça demande dans la réalité, pour moi, ça fait des milliers d'années. Alors, on vit dans une sorte d'idée qu'on pourrait peut-être qualifier de matrice. Une sorte de piège collectif. Et pour moi, quelqu'un qui passe à la conscience, c'est quelqu'un qui a le pouvoir d'en sortir. Donc, je mets de côté plutôt la matière et je tiens simplement l'idée de la représentation du monde. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait 200 ans qu'on étudie ça. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce que le paranormal, la parapsychologie, elle prend son intelligence dans la mesure de... Quelle est la caractéristique du paranormal? C'est quelque chose qui vient défier la représentation matérielle. C'est quelque chose qui apparaît subitement dans le monde et qui ne devrait pas être là. Quand on parle de fantômes, quand on parle d'objets qui bougent sur une table, sans toucher à cet objet, comment se fait-il que cet objet puisse bouger? Comment se fait-il que l'on n'a pas vu quelqu'un depuis presque 10 ans? On y pense, on le rencontre la journée même dans un endroit public. Alors, voilà ce que j'appelle la représentation. C'est un peu comme si le monde était en nous.
et que nous avons le pouvoir de rencontrer des parties d'ensemble des idées avec lesquelles nous construisons le monde. Alors, je me rends compte à travers le monde. Alors, je vais aller très loin. Je ne serai peut-être pas d'accord avec ça, mais je vais aller très loin. Je vais aller très loin. Moi, je ne crois pas que le monde extérieur existe. Je crois que l'extérieur, c'est une idée. Quand on vient au monde, ce qui apparaît graduellement, c'est pas la journée de notre naissance que le monde existe. Le monde est une apparition graduelle qui peut se terminer vers l'âge de 7 ans. C'est une apparition, bien se terminer, je veux dire, dont les bases vont jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire qu'on commence par percevoir les parents, la mère, le père. On perçoit ce qu'il dit, son caractère, la signification du monde. Que veut-il nous dire? Alors, le monde est continuellement une apparition. Moi, si on me dit, oui, mais Normand, avant que tu existes, avant ta naissance, il existait quelque chose en France, un vieux château. Impossible. Les choses ne peuvent pas exister avant. Pour que les choses existent, il faut qu'il me soit porté à la conscience maintenant. Et je vais rajouter un coefficient d'ancienneté, qui est un adjectif, me disant, c'est un vieux château en France. Mais pour moi, ce vieux château en France, il est nouveau. Dans l'idée qu'on vient de me dire, regarde le vieux château, je suis obligé d'ajouter une temporalité, de dire, tu sais, ce château a 500 ans. Alors, le 500 ans, pour moi, c'est de la représentation, c'est ce que je veux dire. Donc, quand j'entre dans le château, il est nouveau, mais avec un coefficient d'ancienneté de 500 ans. Alors, ça, c'est ce que j'appelle un spectacle continuel de la réalité. Donc, je ne veux pas dire que l'arbre n'est pas là, je veux simplement dire que les recherches que j'ai effectuées toute ma vie, c'est dans le but de savoir comment on transforme la perception, l'espace, le temps. Qu'est-ce que la matière? C'est beaucoup de représentations. C'est très peu existant. Il y a des philosophes qui n'y croyaient pas du tout, à commencer par l'hypergénique Schopenhauer. Mais tout le monde Edmond Husserl, dans les années 40, qui a écrit sur la phénoménologie. Il n'y a que des idées, très peu de matière, mais beaucoup de manières d'interpréter le monde, de penser le monde. Pourquoi certains disent-ils pensez, changez vos pensées, vous allez changer la réalité? C'est vrai. J'ai changé la réalité en changeant mes pensées, en changeant ma perception et en fréquentant des gens qui allaient dans ce sens-là. C'est quand même 45 ans de recherche. Et que ce n'est pas des choses que je dis comme ça en l'air, comme passe-temps. Quand j'ai rencontré des motivateurs, j'ai rencontré des gens remarquables, j'ai dû donc acquérir les preuves que la pensée avait un pouvoir. C'est pas tout. Pourquoi a-t-elle un pouvoir? Pourquoi agit-elle sur le corps, l'espace et le temps? Qu'est-ce que le mal? Comment se soustraire à ce mal collectif, à cette culpabilité collective? Pourquoi on entend souvent dans notre tête qu'on ne vaut rien? C'est très rare qu'on entende des voix qui nous disent qu'on est bon, qu'on est extraordinaire. C'est curieux, hein? J'ai parlé à un individu qui a fait sa thèse de doctorat sur le mal. Il me disait, avant que l'homme existe sur Terre, il est convaincu que c'est la seule chose qui existait, que c'était le mal, et que l'individu qui passait à la conscience, ça consiste à se sortir du mal par le fait qu'il est, plutôt que de ne pas exister. Donc, exister, c'est une belle chose. Vivre, c'est encore mieux. Changer les représentations, parce qu'on est conscient des représentations dans lesquelles on vit, c'est encore extraordinaire.
C'est comme ça qu'on change un système. Les gens me disent, vous savez, les politiciens sont tout croche. Oui, oui, mais le monde qui les met au pouvoir aussi. Moi, je ne suis pas de la culpabilité. J'ai pas à me repentir de rien et j'ai pas un esprit qui est tordu. Et je ne suis pas comme ces anciens frères là, curés qui s'auto-flagellaient. Il y en a encore qui se crucifient le vendredi saint. Il faut sortir de ça. À un moment donné, ce sont des représentations niaiseuses, stupides puis débiles. Pas obligé de dépiter ça continuellement. Pour moi, être libre, je rencontre des gens toujours malades, mais il y en a très peu qui ont le goût de vivre, qui ont le goût d'être dans le plaisir. La sagesse, c'est pas suffisant. Le mental, c'est pas suffisant. L'homme de la nouvelle conscience, ce ne sera pas un individu qui va être dans le mental, juste dans le mental. C'est quelqu'un qui va être dans l'esprit, qui va connaître les représentations, qui va être capable de les modifier et qui va être capable de se donner un monde facile, intéressant, parce qu'il va comprendre les mécanismes de la matière. Il va comprendre les mécanismes de la représentation, puis il va être capable d'arriver à les modifier pour vivre dans un monde qui est plus facile s'il veut bien se donner cette autorisation-là. C'est parce que pour moi, l'espace, le temps, qui semble si cher et si réel au monde, pour moi, c'est une idée. Évidemment, je ne demande pas aux gens de croire ça. Je dis simplement aux gens, jouez donc comme si c'était vrai. Jouez comme si l'espace et le temps étaient une idée. Faites semblant. Et puis vous verrez le résultat que ça va donner. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat dans l'expérience. Nous sommes des projectionnistes, nous sommes des metteurs en scène, nous sommes des réalisateurs. Lorsque nous pensons quelque chose, on ne pense pas que c'est faux. Quel est le principal problème de la communication entre les êtres humains? C'est que tout le monde pense qu'il a raison. On est d'accord là-dessus? Les gens se confrontent comme si l'autre était réel. L'autre est une représentation avec une manière de voir les choses. Ça ne veut pas dire que la représentation de l'autre n'est pas réelle. Il y a son coefficient de représentation avec son mental, avec ce qu'il pense être son passé, comme tu me disais tantôt, avec ce qu'il pense être son passé. Sauf que si tu vas dans un état d'hypnose léger et que tu changes le passé, tu changes le présent. Le cerveau, c'est une machine à voyager dans le temps. Quand tu changes ton passé, tu changes ton futur, parce que tu viens de changer complètement la programmation. C'est-à-dire qu'on est aux prises avec le mot anglais, c'est des patterns. On est aux prises avec des idées. C'est pas parce que je viens au monde dans un pays que je suis obligé nécessairement d'adopter la religion ou les idées de ce pays-là. Mais si je viens au monde dans ce pays-là que je ne connais pas autre chose, je vais le faire. Parce que je ne connais pas une autre représentation que celle-là. Alors, moi, je vois les choses un peu du point de vue d'un extraterrestre, de quelqu'un qui est en orbite autour de la Terre. C'est-à-dire que j'atterris quelque part et bien que j'atterris, on va dire, ça peut être à Bali. Donc, si j'atterris comme ça à Bali, je vois des gens, un peu bouddhistes, autres musulmans, et je regarde ça, je regarde les gens qui vont avoir des rituels. Je vais respecter ça, mais je n'appartiens pas à ça. Mais je regarde le spectacle. Si je m'en vais en Italie, je vais voir des gens qui vont aller dans une église. Je vais respecter ça, mais c'est un spectacle.
Je respecte toujours la croyance, mais pour moi, c'est toujours un spectacle. Un spectacle n'a pas véritablement de fondement. C'est une idée. Alors, je n'adhère pas à une idée spécifique du monde, parce que je suis un homme libre et que je crée ma propre réalité en dehors de la pensée construite du monde. Tout en étant dans le monde, je suis un individu qui n'appartient à aucune pensée. Ma pensée, elle est nouvelle. Et parce que ma pensée, elle est nouvelle, j'ai compris que la matière n'est pas, est plutôt un matériau sur lequel est constituée les représentations, les spectacles, et qu'on peut changer un spectacle lorsqu'il ne nous intéresse plus. Et si je vais en état d'hypnose léger pour changer le conditionnement d'une personne, pour changer mon conditionnement, on change les idées, on change la manière de penser et on change la réalité au complet. C'est simple. Ça veut dire que c'est un peu comme si vous prenez quelqu'un qui a une croyance ou qui est dans son univers et vous l'amenez dans un vaisseau spatial en orbite pour lui dire, regarde, c'est ça la Terre. Aujourd'hui, si vous faites ça avec un individu, il va changer son point de vue. Si vous l'aviez fait à l'époque du Moyen Âge, probablement que le type serait mort. Il n'en serait pas revenu. C'est un peu comme les gens, hein, autrefois, ils avaient des calèches. Vous allez à peu près à 10 km/h. Mais prenez la même personne, puis placez-la dans une voiture à 150 km/h, puis je vais vous dire que son cœur bat vite. Il va avoir quelques palpitations. Parce qu'on ne s'imaginait pas, il y a encore 2 siècles, qu'on pouvait aller si rapide que ça, sans que le corps soit détruit. Alors, le corps est une machine d'une représentation qui s'adapte aux nouvelles représentations. J'en tiens comme une sorte de témoignage. Aux Olympiques contemporains, il y a des choses qu'on pensait jamais atteindre sur les performances de l'être humain. Si on recule en 1930, 1940, presque tout a été battu. Presque tous les records ont été battus de fois en fois, d'Olympiade en Olympiade. Qu'est-ce qui change? La représentation de la limite. Alors, imaginez-vous que vous n'avez pas de limite. Amené jusqu'à maintenant, on a toujours dit que l'être humain mourrait. J'ai vu quelqu'un hier dans YouTube qui est mort en 1933, mais il est né dans les années 1700, puis il avait 250 ans, un Chinois. Alors, je me suis dit, c'est très intéressant. Est-ce qu'on est fait pour mourir? Est-ce que c'est une fatalité? Ou est-ce une idée de la représentation? Est-ce qu'on est fait pour mourir? Est-ce qu'on est fait pour avoir des difficultés? J'ai regardé dans la nature. Lorsque les fleurs poussent, elles ne crient pas. Elles s'épanouissent. Il y a beau ici avoir de très grands hivers, tout renaît. Rien vraiment ne meurt. Tout se transforme. Alors, pourquoi ne pas transformer nos idées? L'idée que nous avons de la matière est une idée qu'on pense réelle. Et on se dit, on a réellement ces limites-là. Pas du tout. Les gens qui utilisent, par exemple, quand je parle d'hypnose, je parle d'un état altéré de réceptivité pour l'esprit qui permet d'absorber plus facilement une idée. Alors, la maladie
est une idée de l'usure. On dit de quelqu'un qui a de la maladie mentale que c'est mental. On dit du fou qu'il a tout perdu sauf la raison. C'est quoi le problème? C'est la programmation au niveau du mental. Nous, on vit dans une société où on est continuellement programmé depuis des millénaires. Puis on a acheté tout ça. Est-ce qu'on a changé beaucoup? Non. Mais je considère les gens qui travaillent aujourd'hui comme étant simplement, je l'ai déjà dit, comme d'esclavagistes. On est d'accord avec ça. Qu'est-ce que c'est un créateur? C'est quelqu'un qui dit, je vais faire autre chose que d'être un esclave. Et il va créer une vie facile, intéressante, plaisante, puis il ne manquera pas de rien. Puis il ne tombera pas souvent malade. J'en connais. Et ce n'est pas une expérience religieuse, ce n'est pas une expérience spirituelle, c'est une expérience très scientifique, une expérience qu'on peut très bien comprendre avec le mental, mais qui est parfois au-dessus même de la raison, parce que entrer dans le paranormal, c'est aller au-delà des limites de la pensée habituelle pour rendre possible des choses qu'on croyait littéralement impossibles. Moi, je dis simplement, je joue comme si la matière n'existait pas, comme si le monde était une idée, et parce que le monde est une idée que je perçois dans une forme, je change la forme. Le pouvoir de l'individu qui a de l'esprit, c'est de jouer avec les formes. N'est-ce pas la base de la magie? Les gens qui font du voodoo, là, hein? Donnez-moi une photo, donnez-moi une photo, je vais le placer sur la poule ou le coq, je ne sais pas trop quoi, ça dépend des pays. Là tu coupes le sang du pauvre poulet qui et bon, je vais envoyer, ces gens-là jouent avec les représentations. La symbologie des représentations. Le soleil aussi, c'est une représentation archétypale. La lune, c'est une représentation archétypale. Toute l'astrologie, c'est des représentations. Voilà le cinéma. Vénus, hein? Déesse de l'amour, parce que c'est brillant. Jupiter, hein? L'abondance, tout ce qu'on grossit. Le temps, Saturne, dans la journée, le samedi. Ce sont tous des représentations d'archétypes. Je les mets entre parenthèses. C'est-à-dire que tout ça, c'est valable, mais c'est du théâtre. Et pour moi, quelqu'un qui est libre, c'est de sortir du théâtre. Ça ne veut pas dire qu'un astrologue dit des conneries, là. On se comprend. C'est une très belle science. Mais je dis que c'est du théâtre. Et j'enlève de plus en plus la matière sur l'espace, le temps et l'événementiel pour me dire, il y a une idée de l'espace, il y a une idée du temps, il y a une idée de la matière, il y a une idée que je me fais de moi-même et de la relation que j'ai avec les autres qui m'est propre. Et si quelque chose ne me plaît pas dans le monde, je ne le condamne pas. Je me change. Je change la représentation du monde. Les gens vont me dire qu'ils ont eu des contraventions et que le rapport qu'ils ont avec l'autorité est épouvantable. Moi, je change le rapport et je redonne à la police de me rendre service. Voyez-vous, je change la représentation de l'autorité. La dernière contravention que je vais recevoir, je ne l'ai jamais reçue. Celle d'avant non plus. Mais ça fait la troisième. Quoique je vais au bureau des licences, puis je leur dis, est-ce qu'il y a quelque chose de normal dans les dossiers? Il dit, monsieur, tout est beau pour vous. C'est étrange, mais pas pour moi. Je ne suis pas fait pour être puni. Je suis fait pour être libre.
fais pour m'amuser. J'enseigne aux gens l'abondance, le succès. Pas une vie qui est horrible. Vous devez faire ci, vous devez faire ça. Voyons, c'est une question d'amour propre. C'est une question d'être en paix avec soi. Les gens qui disent « on va manquer d'argent, c'est terrible, tout va s'effondrer ». Les gens n'arrêtent pas de parler d'une température catastrophique. Et quand on regarde dans les journaux, ce qui vend beaucoup, c'est la fin du monde. Je veux pas de fin du monde. Moi, je voudrais qu'il y ait un début du monde. Il n'y a pas de début dans le monde. Il n'y a pas de début de la conscience dans le monde. Fait que je peux pas vouloir la fin de quelque chose qui n'existe pas. Vous savez, pas mourir, il faut être vivant. Je suis très vilain. J'ai compris que les gens existent à travers des valeurs, que c'est la famille, c'est avoir des enfants, c'est avoir le dernier VUS. Je ne sais pas si vous en avez en France, sûrement, mais VUS, c'est des espèces de voitures familiales qui sont énormes et qui coûtent la peau des fesses. Et c'est très amusant. Ça contient énormément de technologie. On a réussi à créer un monde au niveau de la technologie qui est extraordinaire et on est resté des esclaves. On est resté esclaves des banques, des systèmes, et on se dit, mais pourquoi se fait-on tant manipuler par nos politiciens? C'est parce qu'on n'est pas là, on n'est pas éveillé, et ça commence peut-être un peu à se faire, mais c'est des choses qui se font lentement. Et moi, je ne prendrai pas de chance avec le monde. Le monde étant une représentation, moi, je me change. Et je laisse le monde se modifier en fonction de mes pensées. C'est un fait que si je vais dans une église en Italie, ça va être pour le plaisir, puis pour le côté champêtre que je vais adorer, mais pas par croyance. Et parce que je suis un homme libre. Je n'adhère pas à aucune croyance. J'adhère à ma liberté. Je me constitue comme étant libre et avec un principe d'autodivinisation. Donc, on ne peut pas faire de moi quelqu'un de divin. Je le suis déjà. Je l'assume. Et parce que je l'assume, je transforme ma réalité. Si les gens veulent bien comprendre ces choses-là, ou du moins en avoir l'intuition, on peut travailler ensemble. On est passé du polythéisme, il y a quelques milliers d'années, au monothéisme. Il y a environ de ça 2000 ans. Jésus-Christ, Bouddha, Mahomet, Krishna, monothéisme. Moi, je suis dans l'ère de l'immanentisme. Ça a été ma première conférence, l'homme-dieu. C'est-à-dire que l'homme, l'être humain, se fait divin. Parce qu'on ne peut pas atteindre notre divinité intérieure si on n'est pas d'abord réellement soi. D'où vient l'être? D'où vient la liberté de penser? Même celle de faire des erreurs, j'ai rien contre ça. J'aime mieux quelqu'un qui trouve un éveil douloureux puis qui gagne sa liberté un jour que quelqu'un qui passe sa vie à penser que le monde est une mer de larmes, un océan de tristesse. Parce que quelqu'un qui le pense, ça va réellement lui arriver. Je vais vous dire ceci, c'est pas que, pour un individu qui fonctionne normalement, je vais lui dire d'être très prudent. Mais si vous allez sur YouTube, puis je regarde les accidents de moto, les accidents de voiture, vous allez voir des choses que vous, normalement, ne devraient pas exister. Vous allez voir des voitures complètement démolies et des gens s'en sortir parfaitement indemnes. D'autres qui ont des petits accidents et qui meurent. Pourquoi? Parce que la perception n'est pas la même. Il y a des gens qui sont au volant de la voiture qui peuvent dire « Non, j'ai des choses à faire. » Et écoutez,
écoutez, ça peut faire une trentaine de tonneaux, hein. Les gens sortent avec une égratignure. Il y a des gens qui tombent, puis, vous savez, moi, je n'ai jamais tombé dans ma vie, sauf une seule fois. J'ai eu un moment d'égarement, tout un. Et j'ai compris que tout ça est une gigantesque blague. Cette réalité-là, c'est une farce, c'est une comédie. On apparaît, n'est-ce pas? On n'apparaît pas pour disparaître. On apparaît pour vraiment s'orienter vers ce qui est facile. J'ai toujours compris que les gens qui faisaient beaucoup d'efforts aimaient se torturer. Alors, moi, j'ai changé la perception de l'effort. Je dis non. Être passionné ou avoir un enthousiasme pour une chose, c'est pas de l'effort. Alors, quelqu'un peut travailler 90 heures par semaine, mais ça ne sera pas un travail. Parce que quand on est chanteur et qu'on travaille dans une salle de montage et qu'on édite sa propre chanson, je suis sûr qu'on s'amuse. Pourtant, hein, il y a des gens qui deviennent très riches en étant chanteurs et en donnant des tournées à travers le monde. Et on regarde aujourd'hui des gens comme Paul McCartney, rendus à 75 ans, et ils ont l'air de s'amuser beaucoup. Moi, je ne suis pas acheteur de cette souffrance-là parce que je n'achète pas cette représentation-là. C'est simplement la représentation auquel je n'adhère pas. Ça ne veut pas dire que je ne sympathise pas avec la personne, mais je n'achète pas sa maladie et je n'achète pas ses problèmes. Pourquoi? Et si vous allez dans les endroits publics presque partout, vous allez voir un paquet de monde qui se plaignent pour remplir un vide. Moi, j'ai décidé de le remplir avec la joie. Je suis joyeux. Il y a des gens qui m'ont croisé dernièrement ici et m'ont dit « Vous êtes un monsieur assez spécial, vous avez toujours le sourire. » Bien, évidemment, j'habite dans un milieu, dans un environnement où la nature est très abondante. Puis je suis très heureux, il y a des belles pistes cyclables. Puis ça me fait sourire. Mais qu'est-ce que vous voulez, je ne suis pas capable de le décrocher, le sourire. Parce que je me sens à la hauteur de la vibration. C'est moi, hein, c'est champêtre. J'adore la nature. Moi, je suis le genre à avoir un écureuil, puis je trouve ça intéressant. Il y a des gens qui vont dire « Ah, le gros rat! » Ils vont me donner la rage. Non, il faut déjà être enragé. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Celui qui cherche toujours son bonheur ne le trouve pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je suis toujours dans le moment présent. Je ressemble à mon chat de ce côté-là. J'ai très peu de projets, mais je suis beaucoup dans le moment présent. Il m'est très difficile de faire des projets. J'ai toujours l'impression d'être emprisonné. J'aime vivre la spontanéité du moment présent parce que je me suis dit de toute manière, la réalité est quelque chose qui apparaît. Il y a toujours quelque chose qui est en train d'apparaître. Alors, il est vrai, je te suis très bien de ce côté-là, j'ai très peu de projets. Il y a des gens qui me disent, pourquoi tu ne vas pas vers la télévision? Regarde, on se connaît, hein, on s'est parlé. Est-ce qu'on fait des trucs ensemble? Ça, c'est intéressant. S'il y a des gens qui veulent peut-être un jour m'appeler, je suis disponible. Mais je ne suis pas l'individu qui vit un malheur de dire « Ah, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. » Je regarde ce que j'ai. Et je vais vous dire ceci, j'ai beaucoup. Parce qu'avant tout, je suis un individu libre. Je ne manque de rien. J'habite un bel endroit. Les gens, beaucoup, sont dans toutes sortes de problèmes d'endettement. Je ne connais pas le travail. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai eu du plaisir toute ma vie. J'ai été un créateur toute ma vie et je suis encore un créateur. Je ne m'attendais pas à faire des sous.
J'en ai fait. J'ai jamais rien préparé. Tout est apparu. Mais j'avais pris ma décision à l'âge d'environ 13 ans, 12-13 ans. Et ça s'en va vers ça. C'est-à-dire que c'était je vais faire ce que j'aime. Et j'aimais beaucoup le monde audiovisuel. Voilà. Et la parapsychologie. J'ai compris certaines choses concernant les mécanismes de notre réalité. Et lorsqu'un scientifique me dit « voilà l'univers », je l'envoie au diable. Parce que c'est toujours l'univers de maintenant, mais ce n'est pas nécessairement l'univers dans 10 ans, dans 30 ans, et encore moins de celui qu'on va connaître dans 100 ans. Quand on me dit que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde, j'en ai rien à cirer. Parce que dans 100 ans, la vitesse de la lumière, ça va faire longtemps qu'on va l'avoir dépassée. Alors, les impossibilités d'aujourd'hui, qui relèvent de l'imaginaire malade, d'un monde limité, ne me touchent pas. Je dis, moi, je suis en orbite autour de cette planète et je visite le pays que je veux. Quand les gens me regardent, je n'ai pas l'air d'un extraterrestre. Je ris. On va me trouver probablement sur le bord d'une terrasse quelque part ou sur le bord de l'océan en train de trouver les choses belles parce que je trouve qu'on vit dans une belle planète. Et pour moi, toutes les époques sont intéressantes. Mais je n'appartiens pas au problème. Je les observe. Je me dis, c'est étrange, quand je regarde les journaux, à travers la tablette, je me dis, on annonce toujours des catastrophes. Qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe? D'abord, il faut être une catastrophe pour vivre une catastrophe. Si je voyage, je ne prendrai pas l'avion qui tombe. J'ai envie de m'envoyer en l'air. D'avoir du plaisir. Je ne suis pas un individu qui achète la construction phénoménologique d'une pensée négative qui finit par se matérialiser ou, si vous voulez, devenir assez opaque pour être réel. Les gens habitent une opacité de la matière. Moi, j'habite la liberté de l'idée, de la représentation matérielle. Et c'est pour ça que ça crée beaucoup de puissance, et non pas une idée de puissance, mais énormément de puissance. C'est à travers aussi l'étude du phénomène OVNI que j'ai compris des intuitions qui ont commencé par Jung et en passant par Bertram Ehrst, par Schopenhauer, par beaucoup, Emmanuel Kant. Ces gens-là plaisantaient pas. C'était des grands philosophes et je peux vous dire ceci, pourtant ma pensée n'est pas tellement différente de la pensée traditionnelle allemande. Lorsqu'il y a eu de grands débats entre la pensée matérialiste, qui était une idée, et puis Schopenhauer qui est arrivé en disant qu'il ne croyait pas à la matière comme telle, mais plutôt à une représentation. C'était les grands débats d'il y a environ 200 ans. Aujourd'hui, on expérimente. Moi, je savais, quand j'ai rencontré des motivateurs américains, des motivateurs québécois, tu peux tout faire dans la vie. Hein? Je suis d'accord avec ça. Ça me plaît. Je ne sais pas si c'est vrai, ça. Je ne veux pas savoir si c'est vrai. Est-ce que ça me plaît? Et c'est quelque chose qui me plaisait comme idée. Je dis, on va l'essayer comme ça. Puis quand je rencontre des gens qui ont réussi dans les affaires, ils ont quelque chose en commun. Ils n'ont pas juste travaillé fort. Ils ont fait ce qu'ils ont aimé. C'était peut-être un peu ardu par moment, mais c'est des gens qui se sont dit, moi, je vais réussir. Et est-ce que ça représentait un effort? Plutôt une sorte de défi amusant à relever. Maintenant, quand on regarde ces gens-là qui valent 30, 35, 100 millions de dollars, 300 millions, il y en a qui valent des milliards.
Il y a des gens qui vont jouer comme ça au rugby, au football, puis qui sont milliardaires aujourd'hui. Milliardaires. Bien, là, on se rejoint complètement. Ce que façonner, pour moi, c'est matérialiser, c'est concrétiser. Sauf que la majorité des gens ne vont pas nécessairement adhérer ou comprendre ces choses-là, puis c'est correct. Et encore là, on pourrait développer sur les nuances. Il y a beaucoup de nuances à apporter à tout ça. Parce que la pensée, je dirais ceci de la pensée, si elle ne peut pas tout, elle peut certainement beaucoup. Et c'est ça dont je tiens compte.